une présentation académique, je vais essayer de vous faire une réflexion philosophique sur une question difficile qui est... Je vais venir une seconde, ça n'avance pas. Voilà, excusez-moi. Sur une réflexion philosophique sur peut-on guérir le cancer de l'ovaire. Vous répondrez bien, vous comprendrez facilement que si j'avais la réponse, je ne serais peut-être pas ici en train de parler, mais je voudrais vous faire part de réflexions depuis plusieurs années. Je vais revenir sur une évidence parce qu'on ne l'a pas dit, que c'est un cancer extrêmement grave, puisque en France, c'est un cancer qui le 8e cancer chez la femme, mais par contre le 5e en ce qui concerne la mortalité. Et on peut considérer actuellement que pour les stades avancés, ce qui est le cas le plus souvent car on ne fait pas le diagnostic, il y a environ seulement 13 à 14% de femmes qui vivent après 10 ans, et nous allons voir pourquoi. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose, et qu'est-ce qui s'est passé depuis les 10 dernières années pour essayer d'améliorer le pronostic de cette maladie, comme vous l'a dit M. Diwen, que ce soit en France ou en Chine, extrêmement sévère et extrêmement grave? Eh bien, tout d'abord, je vais faire un panorama rapide des évolutions de la chimiothérapie. Eh bien, en 1960, on avait pour traiter le cancer de l'ovaire que quelques drogues qui étaient des anthracyclines ou du méthotrexate. En 1970, il y a eu une date importante qui a été l'avènement, alors ça ne va pas dans le voilà, qui a été l'avènement du cisplatine, qui a été une révélation, une transformation du pronostic des cancers de l'ovaire, qui était fait d'abord en monothérapie, puis ultérieurement en polychimiothérapie associée à de l'hydriamycine ou de la cyclophosphamide, et on a amélioré donc de 17,5 mois de survie globale à peu près 41% de survie globale. Après est arrivé en l'an 2000 le Taxol, le Paclitaxel, qui combiné au platine, qui a été remplacé progressivement par le carboplatine, surtout pour des raisons de toxicité. On est arrivé finalement dans les années 2013 à une survie autour de 60-100 mois de survie globale, ceci notamment en supprimant la toxicité, en administrant les produits par période hebdomadaire plutôt que par période mensuelle. Mais ce qui est surprenant, donc, c'est que finalement, depuis 20 ans, hormis les problèmes qu'a cité M. Diwen, des problèmes ciblés, on n'a pas avancé, on n'a pas trouvé de nouvelles drogues pour traiter le cancer de l'ovaire. Et donc, je vais maintenant essayer de voir si les chirurgiens ont fait des progrès. Les chirurgiens, ils ont commencé à faire des progrès après toutes ces analyses qui ont montré que, comme l'a déjà dit M. Diwen, lui pour les récidives, mais d'une manière générale, il faut retenir que l'idéal, c'est d'être en R0, c'est-à-dire de supprimer toute la tumeur. Vous voyez en effet que les survies sont très différentes suivant qu'on a un résidu tumoral qui est supérieur à 2 cm ou un résidu tumoral qui est nul ou inférieur à 2 cm, puisque dans un cas, on a 50% de survie à 5 ans lorsque le résidu est nul, alors qu'on est en moins de 30% lorsqu'il reste encore de la tumeur. Alors le problème pour les chirurgiens, c'est d'obtenir un résidu nul. Et le dilemme dans toutes les équipes qui font de la chirurgie de l'ovaire, c'est comment obtenir un résidu nul tout en ayant une morbidité faible. Car il y a eu des chirurgiens qui ont été tellement agressifs qu'ils ont fait des chirurgies plus que radicales, supraradicales, qu'ils ont retiré l'intestin grêle, qu'ils ont retiré le côlon, la rate, qu'ils ont retiré la queue du pancréas. Bien évidemment, ceci a entraîné une légère progression de la survie peut-être, mais en fait non, puisque le patient avait une morbidité extrêmement grave. Et donc tout le dilemme, c'est d'essayer de trouver une solution. Il y a eu une solution qui a été proposée il y a environ une dizaine d'années, qui était peut-être de faire de la chimiothérapie néoadjuvante. En fait, la chimiothérapie néoadjuvante n'a pas amélioré la survie, mais a permis certainement de diminuer la morbidité, puisqu'on fait de la chimiothérapie pendant 3 cures, et ensuite on fait une nouvelle évaluation et on fait ce qu'on appelle la chirurgie d'intervalle. Ça a permis également autre chose, c'est de repérer à peu près 100 patientes qui n'avaient pas de sensibilité à la chimiothérapie, et donc pour lequel malheureusement la chirurgie était inutile et pour lequel pour le moment on n'a pas de traitement à proposer. Alors, est-ce qu'on peut améliorer cette chirurgie? En fait, et ça, c'est une chose sur laquelle je voudrais insister, et je pense que dans cet établissement renommé de chirurgie oncologique, on est tout à fait d'accord, c'est le rôle de l'équipe chirurgicale. En effet, il a été montré, après cette méta-analyse de Bristow qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a eu beaucoup d'importance même auprès des tutelles, que en fait, les cancers de l'ovaire devaient être opérés dans des centres expérimentés et pas par tous les gynécologues. En effet, vous voyez que dans les centres expérimentés, on a une survie qui est autour de 75, on a un résidu tumoral nul dans 75 à 90%, avec une médiane de survie
de 34 à 40 mois, alors que dans les centres où c'est des chirurgiens dits généraux, c'est-à-dire non spécialisés dans la chirurgie oncologique ovarienne, on a une exérèse totale de la tumeur dans 25 à 50% des cas et une médiane de survie qui est diminuée. On peut reporter cette idée de façon différente et dire, selon cette méta-analyse, toujours la même méta-analyse, qu'en gros, 10% d'augmentation de la réduction tumorale entraîne 5,5% d'amélioration de la survie. Donc cette réduction tumorale est extrêmement importante et elle ne peut être faite que dans des équipes spécialisées qui associent à la fois une équipe chirurgicale compétente et une équipe de suivi pré- et post-opératoire extrêmement compétente dans le cadre d'une réhabilitation correcte. Et ça, pour ça, on a fait vraiment beaucoup de progrès. Mais en dépit donc de ces drogues de chimiothérapie et en dépit de ces améliorations chirurgicales, on est extrêmement surpris lorsqu'on regarde cette courbe qui est issue du registre des cancers de l'American Society, qui montre que de 1955 à 2005, c'est-à-dire donc pendant 50 ans environ, il n'y a pas eu de progrès dans la survie globale, si vous voulez. Il y a eu nettement une amélioration de la survie, puisqu'on a prolongé les malades, qui, comme je vous l'ai dit, étaient partis de 17 mois et sont maintenant à 100 mois de survie. Mais en fait, les patientes finissent toutes par mourir. Donc ma question, et c'est ça la réflexion philosophique que je voudrais apporter avec vous, c'est est-ce qu'on peut faire quelque chose et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette terrible agressivité de cette maladie. Alors on vient de le voir avec M. Diwen, on peut sûrement aller vers des drogues le plus ciblées et chercher des patientes qui sont avec des génomes particuliers pour lesquels on pourra proposer un traitement ciblé. Et pour le moment, la seule ligne qu'on a, c'est les mutations de BRCA1 et de BRCA2. Et vous aurez tout à l'heure un exposé de Mme Récocard sur la mise en place des traitements par les inhibiteurs de PARP. Mais on peut peut-être essayer, et ça c'est un petit peu ce que je reproche, si vous voulez, aux unités d'oncologie, c'est qu'on est là à chercher, à donner une drogue avant, une drogue après, à le faire plus longtemps. Il y a même la chronobiologie, etc. Je pense qu'il faut essayer de concevoir pour le ver des nouvelles stratégies. Ces nouvelles stratégies, c'est dans le concept, si vous voulez. Alors, bien évidemment, c'est multiclonal, mais l'idée serait, puisque c'est une maladie péritonéale, est-ce qu'on ne peut pas tuer cette dernière cellule? Et je repropose de relancer la polémique qui a déjà été lancée depuis plusieurs années de la chimiothérapie intrapéritonéale. Pourquoi la chimiothérapie intrapéritonéale? Même si c'est compliqué, c'est au-delà de ces problèmes de réalisation, elle est conceptuellement extrêmement intéressante puisque c'est une maladie qui ne donne pratiquement jamais de métastases à distance, mais c'est une maladie qui reste pendant extrêmement longtemps, hormis peut-être des localisations intrahépatiques, mais localisées au péritoine et à l'intérieur de l'abdomen. Et si on donne une chimiothérapie, on a une cytotoxicité qui est vraisemblablement meilleure. Le problème, c'est qu'il faut savoir à quel patient s'adresser, et on a peut-être moins d'effets systémiques, ce qui n'est pas d'ailleurs complètement sûr. Et lorsqu'on regarde la littérature, on est extrêmement surpris de voir qu'il y a eu quand même 3 essais prospectifs, randomisés, bien conduits quand on les regarde de près. Le premier datant de 1996 et les 2 autres de 2001-2006, avec des améliorations qui étaient, pour les 2 derniers, de 11 mois et de 16 mois, comme vous pouvez voir. On associait donc un bras de chimiothérapie uniquement intraveineuse et un bras de chimiothérapie intraveineuse et intrapéritonéale. Alors, ces différents essais ont été repris par une méta-analyse, par un excellent papier de Tewari qui a été publié en 2015, qui montre que la combinaison des 2 essais que je vous ai présentés sur 876 patientes montre 2 choses très importantes. C'est que lorsqu'on fait de la chimiothérapie intrapéritonéale, on améliore la survie, mais cette amélioration de survie se fait essentiellement chez les patients chez lesquels il n'y avait pas de résidus après l'intervention. Et donc le grand problème, c'est qu'il faut trouver ces patientes à qui on fait de la chimiothérapie intrapéritonéale et pas en faire vraisemblablement à tout le monde. Alors, cette méta-analyse faite par Tewari est extrêmement intéressante, car le raisonnement est le suivant. Si on est en R0, et c'est les chiffres qu'on a dans la littérature, on peut estimer par exemple qu'on a seulement 10% de cancer de cellules qui restent au niveau du péritoine. Et plus on avance, vous voyez, quand on fait ensuite de la chimiothérapie intraveineuse et intrapéritonéale, alors qu'il existe encore de la maladie résiduelle, on va avoir peut-être 18% de cellules. Et ceci est en concordance totale à la survie à 10 ans. Ce qui fait, et vous regardez surtout le bas de la diapositive, que si on n'a plus de tumeurs résiduelles après une chirurgie de débulking, c'est-à-dire une chirurgie mettant en R0 dès la première intervention, lorsqu'on fait une chimiothérapie intraveineuse, au vu de l'ensemble de la littérature, on a
33% de survie à 10 ans, alors qu'on en a 50 lorsqu'on associe de la chimiothérapie intrapéritonéale. Ceci m'a particulièrement troublé, et donc je pose, c'est pour ça que je vous ai proposé cette conférence, je pose ici, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas plus de chimiothérapie intrapéritonéale, alors que même avant cette publication de Thévary, on pouvait lire dans le Journal of Clinical Oncology cet éditorial de David Albers qui disait « We cannot think of any other setting in oncology where the results of 3 positive phase 3 trials have not led to the widespread adoption of the superior therapy ». C'est quand même extrêmement troublant, ce qui veut dire qu'on fait des essais thérapeutiques, on fait des essais thérapeutiques bien conduits, mais quand ils ne nous plaisent pas, on les met à la poubelle. Donc je me suis posé la question et j'ai regardé, si vous voulez, ces éléments-là. C'est qu'aux États-Unis, effectivement, lorsqu'on analyse la pratique de la chimiothérapie intrapéritonéale, on voit que dans les centres qui proposent de la chimiothérapie intrapéritonéale, il y a seulement 4, et parfois dans les meilleurs, 67% qui sont éligibles. Et dans notre pays, il n'y a pas de centre qui fait de la chimiothérapie intrapéritonéale, hormis la chimiothérapie intrapéritonéale de type CHIP, c'est-à-dire la hyperthermic intrapéritonéale chimiothérapie. Donc on peut se poser une véritable question, pourquoi est-ce qu'on a refusé? Alors pourquoi? Eh bien parce que vraisemblablement, contrairement à ce qu'on annonçait, la toxicité de la chimiothérapie intrapéritonéale doit faire modifier les doses, sinon la toxicité est sûrement plus grande, et que dans les papiers qu'on regarde sur la chimiothérapie intrapéritonéale, souvent la chimiothérapie n'a pas été conduite jusqu'au bout. Mais en fait, actuellement, grâce aux soins de support, et tout ce qu'on peut donner au moment de ces cures de chimiothérapie, vraisemblablement, on peut faire que cette chimiothérapie soit administrée de façon complète et que les toxicités soient réduites le plus possible. Deuxièmement, il existe bien évidemment des complications liées à la réalisation elle-même de la chimiothérapie intrapéritonéale, c'est-à-dire à la mise en place des cathéters. Et en fait, ça pose le problème des relations chirurgiens-oncologistes et qu'il faut que les chirurgiens soient à l'écoute des oncologistes quand la chimiothérapie ne coule pas bien dans le péritoine et à l'inverse, que les oncologues savent appeler les chirurgiens. Et ça pose donc le problème dans notre pays que souvent les patients ont été opérés dans un endroit et sont adressés dans un centre de chimiothérapie. Et je plaide donc pour ces vraies unités spécialisées, comme vous l'êtes ici sûrement, dans la prise en charge du cancer de l'ovaire. Donc ma conclusion, est-ce que le cancer de l'ovaire peut être guéri? Ma réponse, bien évidemment, et pour le moment, j'en sais rien, mais que si on sélectionne mieux les patients, peut-être par les profils génomiques, comme l'a dit M. Diwen, peut-être par les traitements par les inhibiteurs de PARP, dont va nous parler dans quelques instants le professeur Ray-Coccard, en faisant bien évidemment une chirurgie optimale, et pour ce faire, en s'aidant de nos collègues anesthésistes réanimateurs pour parfaire au mieux les suites opératoires et en s'aidant également de tout ce qu'on appelle les soins de support, il me semble assez logique d'essayer de proposer une chimiothérapie intrapéritonéale avec l'espoir de supprimer ce reliquat de maladie, puisqu'on sait que l'endpoint primaire en cancer de l'ovaire est la suppression de ces cellules intrapéritonéales. Et c'est pour ça, si vous voulez, que je propose dans l'équipe que j'anime un essai thérapeutique où on va faire une randomisation dès le début entre des patientes qui auront de la chimiothérapie intrapéritonéale en même temps que la chimiothérapie intraveineuse et d'autres qui n'auront que de la chimiothérapie intraveineuse. C'est un essai assez court, mais c'est un essai de phase 2 pour lequel on aura peut-être un jour un espoir de relancer cette chimiothérapie intrapéritonéale. Thank you for your attention.